Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est regarder cette émission, liker, partager et commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité du jour, Larry Johnson. Larry est un commentateur politique américain et ancien analyste à la Central Intelligence Agency. Larry, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Larry, welcome back to India and Global Left. J'apprécie toujours l'invitation extraordinaire de vouloir parler à un vieil homme. Let's get started with Palestine. Commençons par la Palestine, car je pense qu'avec l'Iran, temporairement hors du centre de l'attention, l'administration Trump recentre sa diplomatie au Moyen-Orient sur la Palestine. Netanyahou doit rendre visite au président Trump à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Et ils annoncent qu'ils ont conclu un accord, un cessez-le-feu de 60 jours avec l'échange de 10 prisonniers avec le Hamas. Bien qu'il ne soit pas question d'un cessez-le-feu permanent et que l'administration Trump parle également d'une augmentation de l'aide humanitaire, doit-on croire que ces discussions sur le cessez-le-feu sont menées de bonne foi par les États-Unis et Israël? In good faith by the United States and Israel. No, absolutely not. Non, absolument pas. Vous avez utilisé le terme diplomatie de Trump au Moyen-Orient. Quelle diplomatie? Il n'y a aucune diplomatie ici. Trump a, selon moi, abandonné tout leadership sur cette question à Israël. Et les sionistes sont déterminés à éliminer tous les Palestiniens de la bande de Gaza, à la prendre et à la contrôler. Donc Trump continue de permettre un génocide. C'est la seule façon de voir les choses. Il a peut-être, soi-disant, construit un accord qui convient aux Israéliens, aux camps sionistes, mais il ne prend absolument pas en compte les besoins, les envies, les désirs ou les revendications du Hamas. Et il faut faire face au fait qu'Israël, malgré tous les avantages militaires possibles, n'a pas réussi à vaincre le Hamas. Et le Hamas continue d'infliger des pertes importantes aux Israéliens. Je pense que le seul espoir pour la diplomatie, franchement, c'est qu'Israël devra simplement souffrir suffisamment pour réaliser qu'ils ne peuvent pas continuer ainsi. Mais je ne les vois pas prendre une décision logique, car tout cet effort de génocide est enveloppé dans ce que j'appelle un tas d'absurdités religieuses. Ce concept selon lequel les Juifs seraient un peuple à part, que Dieu les aime, qu'il y a ce Dieu qui les préfère à tous les autres. Ce Dieu aurait soi-disant créé l'univers entier, créé tous les êtres humains, donc tous font partie de la création de Dieu. Mais ces gens-là, en particulier, seraient plus spéciaux que tous les autres, et donc ils auraient le droit de tuer qui ils veulent, de priver qui ils veulent de leur liberté. C'est juste, c'est malsain. Et le fait qu'il y ait autant de gens dans le monde qui croient réellement à cela est pour moi profondément troublant. While they talk about these temporary Eh bien, il parle de ces cessez-le-feu temporaires. Le porte-parole officiel israélien, lui aussi, répète sans cesse que leur objectif reste l'élimination du Hamas. Et l'administration de Washington ne s'y oppose jamais. La presse américaine dominante ne dit jamais rien contre cela. Parfois, au milieu d'un article, ils peuvent suggérer que cet objectif n'est peut-être pas réaliste. Mais ils ne formulent jamais de critiques fondamentales contre cette idée dangereuse et injustifiée selon laquelle un mouvement de libération nationale, en tant que tel, peut ou doit être éliminé. Et je pense que ça tient beaucoup à la manière dont le Hamas est présenté uniquement comme une organisation terroriste. Et vous avez beaucoup écrit et travaillé sur le terrorisme. Je suis curieux de connaître votre avis à ce sujet. I'm interested about what your thoughts are on this. Eh bien, l'accusation de terrorisme contre le Hamas est très trompeuse, je le dirais ainsi. J'ai compilé des données provenant du ministère israélien des Affaires étrangères sur son site web. Je ne sais pas s'ils les ont retirées maintenant,
mais ils enregistraient auparavant chaque attaque menée par des Palestiniens dans une catégorie assez large. Ils ne se concentraient pas spécifiquement sur le Hamas. Et cela concernait chaque attaque contre un Israélien ou un étranger en Israël. À partir, les données commençaient vers août 2000. Et je pense, si je ne me trompe pas, qu'ils continuent de les mettre à jour. Mais je me suis arrêté, quand j'ai commencé à faire cela, c'était en avril 2024. Et vous savez, on découvre qu'il y a eu environ 655 soi-disant attaques terroristes. Quotation marks terrorist attacks. Most of those were what I'd call revenge. La plupart de ces actes étaient ce que j'appellerais des violences de représailles. Vous savez, comme lorsqu'un soldat israélien se tient dans un café et qu'un Palestinien le poignarde, ou que quelqu'un se fait renverser par une voiture. Mais sur ces 655 attaques terroristes, vous savez, attaques terroristes entre guillemets, seulement 105 ont été attribuées au Hamas. Et quand on les examine, ce n'était pas comme s'il y avait eu un attentat suicide après l'autre, ou qui faisait exploser des bus. Rien de tout cela. Et le nombre total d'Israéliens tués dans ces circonstances était d'environ 1500 ou 1600. Je n'ai pas les chiffres précis sous les yeux en ce moment. Donc oui, ils vont appeler ça du terrorisme. Et ce n'était pas entièrement le cas, car une partie des violences qu'ils avaient qualifiées d'actes terroristes étaient en réalité des attaques contre des militaires et des membres des forces de l'ordre. Je me base sur une définition stricte du terrorisme. C'est une attaque contre des civils. Si vous êtes militaire, policier, que vous portez une arme, dans ce genre de lutte de libération nationale, vous êtes une cible légitime. Je veux dire, mes ancêtres ici en Amérique, pendant la guerre de 1776, ont tiré et tué des Britanniques. Donc ils étaient militaires. Et les Britanniques considéraient certainement cela comme du terrorisme, mais pas nous. Et donc cette étiquette qui a été apposée sur le Hamas ignore aussi cette distinction. Le fait qu'Israël ait financé le Hamas, qu'il ait financé une part significative de ses activités, pour quelle raison? Dans le but exprès de tenter de saper la légitimité de l'autorité palestinienne. Israël n'a pas seulement joué un jeu cynique, mais un jeu très malfaisant avec la vie de ces personnes. Et franchement, si vous ou moi étions traités comme le sont les Palestiniens, nous prendrions les armes contre les Israéliens. Ils essayent de faire comme si la nature humaine n'existait pas dans ce cas. Donc je pense que cette affirmation, selon laquelle le Hamas est une organisation terroriste, le Hezbollah est une organisation terroriste. Non, ce sont des organisations antisionistes qui, vous savez, se défendent contre cela. L'administration américaine, à plusieurs reprises lorsqu'on l'interroge sur ses politiques et son rôle dans ce génocide, évoque son soutien à une augmentation de l'aide humanitaire. L'administration Biden l'a fait jusqu'à la nausée lorsqu'elle était interrogée. Et maintenant, l'administration Trump fait la même chose, en disant « Nous aidons beaucoup de nourriture à entrer ». Je veux dire, les gens se demandent quelle quantité de nourriture et d'autres produits essentiels entrent réellement pour la vie quotidienne. Mais ce que je veux discuter avec vous, c'est ces programmes d'aide, sans cessez-le-feu permanent, sont-ils vraiment de l'aide, ou bien sont-ils des pièges? Parce que, d'abord, 2 millions de personnes ont été réduites à 20% du territoire, un territoire qui était déjà extrêmement dense à l'origine. Et maintenant, nous avons des rapports faisant état de l'utilisation de contractants privés par l'administration Netanyahou pour tirer sur des personnes qui essayent d'obtenir de l'aide. La Fondation humanitaire de Gaza n'est qu'un exemple. Les Nations unies ont calculé que 613 personnes ont été tuées dans le cadre de ces programmes d'aide. Faut-il vraiment considérer ces programmes d'aide humanitaire comme étant de bonne foi?
Are you familiar with the animal Connaissez-vous l'animal, le cerf? Okay. Bien sûr. D'accord. So, in the United States, Donc aux États-Unis, dans plusieurs États, il est illégal de placer un bloc de sel dans un champ pour attirer les cerfs afin de pouvoir les abattre, vous voyez. that's exactly. Et c'est exactement ce que représente le paquet d'aide humanitaire occidentale. Il est conçu pour attirer les Palestiniens affamés à un endroit où ils peuvent être abattus. Et vous savez, la vidéo qui a circulé la semaine dernière montrant ces contractuels américains tout joyeux de tuer des civils, c'est au-delà de l'horreur. C'est comme je l'ai dit, le mal à un niveau que l'on associait autrefois à Hitler, ce genre d'activité. We associate the past with Hitler, that kind of activity. This is all cosmetic. Tout cela n'est que de la poudre aux yeux. La seule façon de mettre fin à cette situation, et Donald Trump en a le pouvoir, c'est de suspendre immédiatement toute aide à Israël, de couper toute assistance militaire, de couper les financements et de leur dire « Écoutez, nous allons aller à l'ONU et nous allons voter avec tous les autres pour soit vous exclure, soit... » Vous savez, ce serait une méthode dure. C'est ce qu'il faudra pour mettre fin à tout cela. Parce que sans ce genre de pression de la part des États-Unis, les sionistes ne s'arrêteront pas. Ce sont des fanatiques. The Zionists are not going to stop. They are fanatics. Je voudrais revenir sur cette idée selon laquelle les États-Unis devraient cesser d'exercer leur influence sur Israël. Et je pense qu'il peut y avoir deux raisons à cela. La première est un changement plus large de l'opinion publique que l'on observe à la fois aux États-Unis, mais surtout dans le Sud global, et nous y reviendrons. Mais l'autre élément concerne le coût pour les États-Unis eux-mêmes. Selon ma propre analyse, contrairement à l'Iran, au Yémen, et même dans une certaine mesure au Sud-Liban, où il existe des enjeux stratégiques pour les États-Unis, qu'il s'agisse d'actifs militaires, d'intérêts économiques, de la préservation de leurs routes commerciales, du transport maritime ou des pressions de leurs alliés en raison de la déstabilisation, il me semble que la Palestine ne représente aucun enjeu stratégique pour les États-Unis. Qu'en pensez-vous? La Palestine représente-t-elle encore un élément stratégique pour l'empire que les États-Unis possèdent au Moyen-Orient? Oh, none whatsoever. Look, this is Aucune. all about religion. Absolument aucune. Écoutez, tout cela concerne la religion. Il s'agit de l'Ancien Testament de la Bible et de la croyance, à la fois dans le judaïsme et dans le christianisme, que ce livre, appelé l'Ancien Testament, représente une alliance entre Dieu et le peuple juif. Et donc, ils estiment être totalement justifiés. Et en réalité, cela est aussi lié à cette croyance que la fin du monde est proche et à la conviction que Jésus va revenir, ou du point de vue juif, que le Messie va venir. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme... Donc vous savez, ces choses ne sont pas largement discutées ou reconnues dans le monde laïque. Mais bon sang, c'est le carburant qui alimente tout cela. Boy, this is the fuel that's driving this. And what's so particularly bizarre about it. Vous savez, ce qui est particulièrement bizarre là-dedans, c'est que Theodor Herzl, qui était l'un des principaux promoteurs du mouvement sioniste au XIXe siècle, n'était pas un juif religieux. Vous voyez, c'est comme si on disait « Oui, nous avons un droit sur cette terre parce que c'est écrit dans ce livre, mais nous ne croyons pas au livre. » Je veux dire quoi? C'est tellement illogique. Ici, en Occident, aux États-Unis, on aime prétendre qu'il y a une sorte d'importance stratégique à ce morceau de terre, mais ce n'est pas le cas. Tout cela est lié à une ferveur religieuse, et ce n'est rien de nouveau. Nous avons eu les croisades il y a 1000 ans ou plus, donc ils continuent à se battre pour ce morceau de terre lié à l'histoire de l'Ancien Testament. The story of the Old Testament. Et juste en guise de note de bas de page, je pense que beaucoup de pères fondateurs des États-nations post-coloniaux n'étaient pas non plus religieux. Je veux dire, on peut parler de Muhammad Ali Jinnah au Pakistan, mais aussi dans d'autres parties du monde. Je mentionne le Pakistan parce que d'un côté, il a été fondé sur le principe de la religion. Mais Muhammad Ali Jinnah lui-même n'était pas religieux.
Ailleurs, ils n'étaient pas religieux du tout. Nehru, Nasser, Tito, la liste est longue. Tito, you can go on. And part of the reason was because it was this moment. Et en partie, la raison en était que c'était un moment où la décolonisation était liée à l'idée du développement futur d'une nation. Les idées d'industrialisation, de technologie et de progrès étaient toutes imbriquées. Ainsi, l'hégémonie écrasante était celle d'une civilisation moderne. C'est, je pense, principalement pour cela que beaucoup de ces dirigeants issus des mouvements de décolonisation n'étaient pas de nature religieuse, parce qu'ils croyaient en un avenir où ils pourraient libérer leur propre peuple grâce à la technologie, à la rationalité, et ainsi de suite. Technology, rationality, and so on and so forth. I think. Well, let me ask you a question. Je pense, permettez-moi de vous poser une question pour inverser la situation. Vous savez, les gens qui grandissent en Inde, ou qui grandissent, je veux dire, l'Inde est un pays immense, et il n'est pas dominé par le christianisme. En fait, si je ne me trompe pas, le christianisme est en réalité une religion minoritaire. Ça représente av en gadavi sanctuation, mais une population est immense. Donc tu ne grandis pas avec cette histoire de « ce sont le peuple élu de Dieu, que Dieu les a appelés ». Tu ne grandis pas avec ça. Et peut-être que tu peux me dire, parce que quelqu'un, disons, issu de la foi hindoue, quand il entend tout ça, est-ce qu'il se dit « tu sais quoi, c'est vraiment n'importe quoi ». Ou bien est-ce qu'il se gratte la tête en se disant « mais c'est fou, pourquoi ces gens sont-ils autant attachés à ça ?» Oui, non, tu as tout à fait raison. Je veux dire, dans l'hindouisme, cela n'a aucun sens. Il y a deux aspects à cela. L'un est l'aspect religieux, qui n'a rien à voir avec les États-nations et la politique moderne. En général, il se concentre surtout sur les rituels, qui sont très importants dans l'hindouisme, étant donné la centralité du système des castes, ou alors sur des récits moraux. Je pense que ce sont les principaux aspects pour ceux qui sont religieux au sens traditionnel. Et puis il y a les nationalistes hindous, qui ne sont pas nécessairement religieux, même s'ils utilisent la religion, et qui sont issus de mouvements modernes. Mais ils savent que les États-nations sont très artificiels, et qu'il s'agit principalement de mouvements politiques, et que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Donc je pense qu'en Inde, oui, l'idée du peuple élu de Dieu, ces choses-là n'ont aucun sens. Eh bien, on pourrait probablement dire que c'est pareil pour la Chine aussi. Oh, absolument. Je veux dire, la Chine est encore plus extrême, parce que les gens ne sont pas du tout religieux. En Inde, les gens sont au moins religieux d'une certaine manière. Mais en Chine, une toute petite minorité de personnes sont religieuses. La plupart des gens ne le sont pas. Non, je voulais juste dire que cela me fait me demander comment peut-être l'Inde et la Chine en particulier pourraient devenir une influence plus forte et dire « Hey, il faut que cela cesse ». Les États-Unis ne peuvent pas continuer à permettre ce genre de traitement envers ces populations à Gaza et en Cisjordanie. Vous ne pouvez pas permettre cela. Oui, je pense que cela s'inscrit très bien dans la continuité de ma prochaine question, qui concerne le coût à long terme qu'Israël pourrait avoir à payer pour ce qu'il fait actuellement. Ça peut sembler très réussi en termes de démonstration de sa puissance technologique, de sa capacité à anéantir et à commettre un génocide. Mais à long terme, il y a un énorme impact sur la marque Israël, quelle qu'elle ait été. Je veux dire, elle reposait déjà sur des bases discutables. Mais il y avait une marque. Il y a 15 ans en Inde, même de nombreuses personnes qui n'étaient pas nationalistes hindous avaient une image positive d'Israël, dans le sens où ils avaient réussi à construire une nation moderne. Il y avait le secteur des technologies de l'information, etc., le succès de ces domaines. Et oui, beaucoup de cela venait de l'ignorance.
mais cet élément existait. Aujourd'hui, je constate qu'en Inde, tout le temps, Israël n'est perçu positivement que par ceux qui sont des nationalistes hindous extrémistes d'extrême droite. La plupart des gens au centre, qu'il y a peut-être une dizaine d'années, ne voyaient pas Israël sous un jour aussi négatif. Ce que beaucoup d'entre nous faisaient auparavant, ne voient plus Israël sous un jour positif. Et je pense que votre pays, les États-Unis, est un exemple encore plus radical. Car ce que nous avons vu lors de l'élection du maire du Parti démocrate à New York, c'est que quelqu'un comme Mamdani peut parler très ouvertement de sa sympathie pour la Palestine dans une ville comme New York, qui compte une si grande population juive. N'est-ce pas? Pensez-vous qu'il y a eu un changement majeur et massif de l'opinion publique que les Israéliens et les sionistes négligent à leurs propres dépens? Oh, absolutely. Oh, absolument. Vous savez, il y a 20 ans, si un pays subissait un tremblement de terre ou une catastrophe naturelle, Israël envoyait des équipes de secours. Et vous savez, il y avait de la sympathie pour Israël après les Jeux olympiques de Munich en 1972, avec l'attaque contre les athlètes israéliens et leur mort. Mais toute la bonne volonté qu'Israël avait acquise ou générée par certaines de ses actions, les actions humanitaires, ils l'ont complètement gaspillée. Je pense qu'ils sont aujourd'hui plus isolés que jamais depuis la création d'Israël en 1947-48. Et vous savez, l'émergence soudaine de Mamdani comme candidat populaire en est un autre symptôme. Parce que, comme vous le dites à juste titre, New York a été dominé, vous savez, appelons cela une influence juive, depuis pas mal de temps. Vous savez, le maire Koch et Michael Bloomberg, deux juifs très en vue, qui ont été maires. Donc oui, je pense qu'on commence à voir une transformation. Du moins, on le constate ici aux États-Unis. Les personnes de moins de 50 ans ne sont plus automatiquement pro-israéliennes. Et je l'ai déjà dit, les gens de mon âge, 60 ans et plus, nous avons grandi avec le film Exodus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Exodus avec Paul Newman, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, il raconte cette histoire héroïque de Juifs fuyant l'Holocauste ou l'oppression nazie, essayant d'entrer en Israël pour être libres. Il présente un Arabe sympathique qui se fait assassiner par ces terroristes arabes maléfiques. Et il y a cette petite fille, cette jeune fille, Karen, du Danemark, toute blonde et jolie. Et à la fin, elle se fait violer et tuer par ces, vous savez, Arabes maléfiques. Donc on grandit naturellement avec de la sympathie pour Israël. Et vous savez, la culture occidentale a aussi beaucoup mis l'accent sur les films sur l'Holocauste et la persécution des Juifs. Ensuite, il y a ce récit selon lequel ils n'avaient nulle part où aller, sauf en Israël, pour être en sécurité, vous voyez. Donc, une fois qu'on est endoctriné avec ça, c'est un peu difficile, vous savez, de s'en défaire. Et je peux vous dire que j'ai des amis qui ont mon âge ou plus âgés, et bien, ils y croient encore. Et vous essayez d'avoir une discussion rationnelle avec eux et de dire, vous savez, Israël, ces sionistes vont trop loin. Ils ne veulent rien entendre. Et c'est là que vous avez, par exemple, Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il parle de tout cela en des termes apocalyptiques. Tout tourne autour de ce qu'on appelle l'eschatologie, cette doctrine des derniers jours. Et au lieu de dire « Mike, ces sionistes viennent d'attaquer et de tuer un village chrétien, pas un village musulman, un village chrétien. » Et il continue de soutenir les sionistes. C'est insensé. Oh, laissez-moi poser une autre question, mon ami. Cindy, c'est ça? Oui, mon ami. Yeah, Mamdani. Oui. Permettez-moi de vous interroger rapidement sur le conflit Iran-Israël-États-Unis et sur la manière dont ces 12 derniers jours reconfigurent ou devraient reconfigurer la stratégie de l'Iran, principalement vis-à-vis des États-Unis. Parce que avant l'attaque, on constatait que depuis très longtemps,
l'Iran fermait les yeux. Ou, si ce n'est pas fermer les yeux, l'Iran était prêt. L'Iran était disposé à accepter toutes sortes de trahisons de la part des États-Unis. Cela inclut, vous savez, le bombardement de Natanz, je crois que c'était en 2021, l'assassinat du général Qassem Soleimani, et vous savez, l'escalade continue des sanctions, sans parler du début avec la révocation du JCPOA par le président Trump. Mais l'Iran espérait encore normaliser ses relations, principalement parce que les sanctions sont très paralysantes. Et c'est pour cette raison que, comme l'a récemment déclaré le président Poutine, il fut un temps où nous avons proposé un accord de défense mutuelle complet, que les Iraniens eux-mêmes ont rejeté. Je suppose que c'est parce qu'ils pensaient que cela offenserait les Américains et pourrait nuire à la relation qu'ils envisageaient. Selon vous, quelle devrait être la stratégie de l'Iran à l'avenir? Peuvent-ils encore faire confiance aux Américains? Eh bien, revenons d'abord à l'une des motivations pour ne pas entrer dans le pacte de défense. Il existe une explication religieuse possible à cela. Du point de vue chiite, s'ils concluaient un pacte de défense avec la Russie et que les Russes lançaient ensuite une guerre préventive, ils seraient obligés de se battre. Et dans l'islam chiite, cela est considéré comme un péché, ce serait mal. On ne fait que répondre à une attaque. On ne lance pas soi-même une attaque préventive. Pour ajouter rapidement, aujourd'hui le Tehran Times publie un article très intéressant sur cet aspect précis, l'aspect culturel qui sous-tend la résistance. Il explique de manière remarquable pourquoi la stratégie iranienne est avant tout défensive, pourquoi elle cherche à éviter les pertes humaines, pourquoi elle évite de s'en prendre aux infrastructures civiles, de tuer des gens, et ainsi de suite. Oui, oui. Et en fait, j'utilise le fait que depuis la création et l'établissement de la République islamique d'Iran, ils ne sont pas allés envahir d'autres pays. Ils n'ont pas envoyé leur personnel militaire dans des avions ou des navires pour aller se battre ailleurs dans le monde. C'est ce que les États-Unis ont fait. Regardez tous les pays qu'Israël a attaqués. La Syrie, le Liban, l'Égypte par le passé, le Yémen. Donc vous savez, Israël n'a pas du tout les mains propres dans cette affaire. Cela dit, je pense que les Iraniens ont une fois de plus reçu un signal d'alarme avec cette attaque, parce que de leur point de vue, ils ont signé, je crois qu'ils ont signé, le traité de non-prolifération, d'abord sous le Shah, mais ils ont continué à le respecter. L'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir. Ils ont accepté les inspections de l'AIA en 2003. Ils ont donc respecté ce qu'on appelle l'ordre international fondé sur des règles. Et malgré leurs efforts pour se conformer à ces règles, les États-Unis ont commencé à financer et à soutenir un groupe terroriste, les Moudjahidines du peuple, MEK. Les États-Unis et Israël collaboraient pour assassiner des scientifiques nucléaires iraniens en 2011 et 2012. Les États-Unis soutenaient ces groupes terroristes islamistes sunnites radicaux opposés à l'Iran. Donc je veux dire, vous savez, si l'on regarde toutes les insultes, tous les outrages qu'on a pu leur infliger, tout a déjà été fait. Alors maintenant, je pense que l'Iran est dans une position où il doit réévaluer la situation. Non pas abandonner ses valeurs religieuses, mais reconnaître qu'il vit dans un quartier très dangereux et que les États-Unis et Israël ne sont pas intéressés à accepter l'Iran comme une nation pacifique. Ils veulent sa mort. Ils veulent la détruire, la diviser, mettre quelqu'un d'autre au pouvoir là-bas. Donc je pense qu'il y a, vous savez, ceux qu'on décrit comme les durs. En Iran, on pourrait les appeler les pragmatistes, parce qu'ils se rendront compte, vous savez quoi,
nous allons devoir nous armer. We're going to have to arm ourselves. Et vous savez, ils peuvent continuer dans une posture défensive. But one of Mais l'un des éléments de la défense, c'est qu'ils pourraient ajouter une arme nucléaire. we're now going to Ils pourraient dire, d'accord, nous allons maintenant faire exactement ce qu'ils nous disent de ne pas faire, parce qu'une fois que nous l'aurons, ils n'oseront pas nous attaquer. Je peux comprendre ce raisonnement. Donc beaucoup dépend de ce que dira l'ayatollah Khamenei, s'il continuera la fatwa contre la construction d'une arme nucléaire ou s'il changera d'avis. Mais dans tous les cas, l'Iran doit immédiatement renforcer ses relations de défense avec la Russie et la Chine. Sinon, les États-Unis ne s'arrêteront pas. Nous allons continuer à essayer de détruire l'Iran. C'est pas sûr. We're going to continue to try to destroy Iran. It's not safe. Oui, je pense que les deux camps sont pragmatiques, mais de manière différente. Les pragmatiques, parfois appelés les durs que vous avez mentionnés, ont généralement une vision axée sur la sécurité nationale lorsqu'ils font preuve de pragmatisme. Je pense que les réformistes sont aussi des pragmatiques, mais ils ont une approche plus économique et ils se rendent compte que l'effet des sanctions est dévastateur pour leur économie. Ils ne peuvent pas maintenir la stabilité du capital, car à chaque menace ou tension, les capitaux fuient, ce qui a un impact dépréciatif sur leur monnaie et entraîne cette inflation terrible et persistante. Je veux dire, depuis 40 ans, l'Iran a à peine connu une inflation à un chiffre. Et cela est principalement dû aux pressions exercées sur la monnaie. Et cela sans même mentionner l'impact des sanctions sur son secteur d'exportation de pétrole, qui exerce une pression énorme sur ses déficits budgétaires et entraîne ensuite toutes sortes de problèmes économiques. Du côté israélien, le scénario est très différent. Je veux dire, malgré la dégradation de la note de sa dette souveraine, ils peuvent maintenir des taux d'intérêt très bas parce que Blackstone, BlackRock, Barclays au Royaume-Uni, BNP Paribas en France et d'autres banques injectent de l'argent dans les obligations israéliennes. La bourse israélienne à Tel Aviv a gagné environ 230% au cours des 2 dernières années. Donc d'un côté, il y a le privilège et de l'autre d'énormes désavantages. C'est donc un monde très inégal. Je pense que les réformistes, qui pensaient qu'un accord avec les États-Unis ou l'Occident pourrait être possible, espèrent contre toute attente que si un allègement économique arrive, alors l'Iran pourra atteindre la place qui lui revient naturellement dans la région. Je pense que c'est un bon moment, un bon passage pour vous interroger un peu sur ce qui se passe entre la Russie et l'Occident. Il y a eu un long entretien téléphonique, je crois, je soupçonne, avant-hier, entre le président Poutine et le président Trump. Et le président Trump a déclaré qu'il n'en était rien sorti de significatif. Et aujourd'hui, la presse ukrainienne et russe rapporte ce que la presse ukrainienne qualifie de plus grande attaque aérienne sur plusieurs régions d'Ukraine, impliquant des drones et des missiles russes. Les Russes signalent également des attaques ukrainiennes, tandis que Luhansk a complètement disparu. La majeure partie de Donetsk est perdue, et je pense que Zaporizhia et Kherson sont également en grande partie contrôlés par les Russes. Les Russes avancent aussi vers l'ouest, dans ce qu'ils appellent la création d'une zone tampon. À mon avis, la fenêtre pour des discussions, la diplomatie et un cessez-le-feu est fermée, et ce conflit restera gelé pendant très longtemps. Quel est votre avis là-dessus? Oui, non, le conflit ne sera pas du tout gelé. Yeah, no, the conflict's not going to be frozen at all. Ukraine's losing, and they have no path. L'Ukraine est en train de perdre et elle n'a aucune voie vers la victoire. Vous savez, commençons d'abord par l'appel téléphonique. Je ne pense pas que Trump donne un compte-rendu fidèle de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit lors de cet appel. Il semble que l'initiative soit venue de Poutine, qui a appelé essentiellement pour dire « Je veux souhaiter à vous et à tous les Américains un joyeux 4 juillet, alors que vous célébrez votre indépendance vis-à-vis d'une puissance coloniale, la Grande-Bretagne. » Et il a rappelé à Trump
que la Russie avait en fait joué un rôle assez important dans les premiers jours de la République américaine. Si vous vous souvenez, John Quincy Adams, le fils de John Adams, qui fut l'un des signataires et auteurs de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, était ambassadeur des États-Unis auprès de la Russie tsariste et a passé pas mal de temps à Saint-Pétersbourg. Donc il y a ce contexte historique. Il y a 10 jours, on a demandé à Trump à propos d'une conversation qu'il avait eue avec Poutine. Et dans cette conversation, Poutine avait proposé son aide concernant l'Iran. Et Trump a été très clair en disant « Je n'ai pas besoin de son aide ». Je lui ai dit qu'il devait régler ses propres problèmes, ce genre de choses. Eh bien, Trump a un peu répété cela hier, sauf que dans le compte-rendu russe de la réunion, les Russes ont dit qu'il y avait eu une conversation détaillée sur l'Iran et qu'ils y avaient consacré pas mal de temps. Donc Trump ne veut pas admettre qu'il cherche l'aide de la Russie, mais je crois fermement qu'il la cherche, car l'Iran a maintenant expulsé les inspecteurs de l'AIEA. Et malgré l'insistance de Trump, nous avons anéanti, vous savez, Fordo et tout ça, l'Iran va, vous savez, l'uranium enrichi qu'il possède, nous ne savons pas où il se trouve. Nous, la communauté du renseignement des États-Unis, ne savons pas où il est. Donc Trump a clairement besoin de l'aide de la Russie, et la Russie peut intervenir auprès de l'Iran. Elle a au moins une certaine crédibilité et confiance là-bas. Ensuite, concernant la guerre en Ukraine, Poutine a été très clair. Écoutez, nous sommes ouverts aux négociations, mais il faut résoudre les causes profondes de ce conflit. La cause profonde du conflit, c'est l'expansion de l'OTAN vers l'Est et les activités subversives de l'OTAN et de l'Occident contre la Russie. Cela doit cesser. Et tant que cela ne s'arrête pas, la Russie poursuivra la guerre. En ce moment, l'un des autres points soulevés par Poutine était que l'aide occidentale à l'Ukraine doit cesser. Alors, que s'est-il passé il y a 2 jours? Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, a suspendu l'envoi d'aide à l'Ukraine. En fait, The Economist rapportait qu'il ne s'agissait pas d'un seul colis, mais de tout. Tout a été coupé. Et je pense que Trump joue ici un jeu où il ne se prononce pas publiquement contre l'Ukraine, afin de ne pas fâcher les partisans les plus durs au Congrès qui veulent poursuivre cette guerre. Mais en même temps, il agit, il met en place des politiques, il prend des mesures pour désengager les États-Unis de cette guerre. Et une fois qu'ils sont désengagés, l'Ukraine ne peut pas continuer ainsi. L'Ukraine n'a pas la capacité de produire des obus d'artillerie, ni de 155 mm, ni de 152 mm. Ils ne produisent pas leurs propres pièces d'artillerie. Ils ne produisent pas leurs propres chars. Ils ne produisent pas leurs propres véhicules blindés de transport de troupes. Ils produisent quelques drones. Ils ne produisent aucun missile balistique. Et ils n'ont pas la maîtrise du ciel. Les Russes ont la supériorité à cet égard. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Ils s'épuisent progressivement. Ils se font littéralement anéantir morceau par morceau. Et comme vous l'avez souligné au début de votre question, les Russes ont accéléré leur progression vers l'Ouest. Il est très probable, je pense qu'à la fin de l'année, la Russie se retrouvera en plein contrôle de tout le territoire à l'est du Dniepr. Je pense que l'une des interprétations de la suspension de ces lots de livraison concerne des armes et vous savez, essentiellement des missiles Hellfire et des systèmes de défense aérienne Patriot. Et puis il y a en particulier ici les missiles Patriot. Oui, donc celles-ci sont suspendues. Mais il y a aussi des rapports qui indiquent qu'il n'est pas clair si elles ont été suspendues parce qu'il y a une remise en question au sein de l'administration ou si le complexe militaro-industriel est actuellement surchargé. Nous savons également que de nombreux contrats d'armement avec Taïwan,
Par exemple, j'ai récemment parlé à Joanna Lei, une ancienne femme politique taïwanaise, et elle a dit qu'il y avait eu plusieurs retards sur de nombreux contrats que les Américains avaient conclus avec les Taïwanais et qu'ils n'avaient pas été en mesure de les honorer tout en continuant à faire monter la tension dans le détroit de Taïwan. Et c'est principalement pour cette raison, et Trump l'a dit, que nous devons également livrer beaucoup d'armes à Israël. Le complexe militaro-industriel est donc surmené. C'est un aspect, mais je pense qu'il y en a un second, et ce serait aussi ma prochaine question, qui concerne le sommet de l'OTAN que nous avons vu récemment. Comme vous l'avez dit, l'élément principal de ce conflit est l'expansion continue de l'OTAN. Nous avons vu lors de ce récent sommet que 32 pays européens se sont mis d'accord avec le président Trump pour porter leur budget militaire à 5% de leur PIB. Maintenant, il reste à savoir si tous ces États sont capables de réduire leurs secteurs sociaux et d'autres programmes pour ensuite augmenter les dépenses militaires à 5%. Néanmoins, certains calculs indiquent que si cela devait arriver, alors dans 5 ans, le budget de l'OTAN atteindrait la taille de 15 à 20 000 milliards de dollars américains, ce qui correspondrait à la taille de l'économie chinoise. Et si cela devait se produire, vous pouvez dire que oui, cela n'arrivera pas. Je suis d'accord. Je veux dire, cela n'irait pas jusque-là. Mais même si le budget de l'OTAN passait de l'actuel 1500 milliards de dollars américains à peut-être 2 ou 3 fois ce montant, il serait très difficile de contenir cette entité, ce monstre. Donc ma question est la suivante. Le président Trump contrôle-t-il vraiment la politique étrangère évidente, ou bien l'État profond, dominé par le complexe militaro-industriel, a-t-il complètement pris le dessus? Non, Trump n'a absolument pas le contrôle total sur cette question. Mais revenons à la suspension des systèmes d'armes. Israël n'a pas besoin d'obus d'artillerie de 155 mm, d'accord? Il ne mène pas une bataille d'artillerie. C'est une indication claire de la pénurie du côté du Pentagone. Ne pas permettre à l'Ukraine d'avoir les missiles patriotes. On peut l'interpréter de deux façons. Soit comme un retrait du soutien, soit comme un aveu que l'Occident, que les États-Unis, ont un vrai problème de production de ces systèmes. Lockheed Martin fabrique ce missile, il en existe au moins 3 variantes. Ils en produisent 550 par an. Et pourtant, ces missiles, comment sont-ils utilisés? Ils sont utilisés pour être tirés sur un missile balistique ou un drone entrant, et en général, on en tire au moins 2 pour chaque cible entrante. Eh bien, vous savez, si vous savez faire des calculs de base, vous réalisez très vite que ces missiles vont finir par manquer. Surtout, comme ils viennent de le dire, la Russie a lancé 500 drones. Donc, disons qu'il faut tirer 2 missiles patriotes sur chacun de ces drones. Cela fait 1000 missiles. C'est 2 ans de production pour Lockheed Martin. C'est pas tenable. Et ils sont très chers. J'oublie, je crois que le Patriot, je sais que l'Arrow 2, l'Arrow 3 coûte environ 3 millions de dollars. Le Patriot doit coûter dans les 6 millions de dollars pièce en termes de coût. Le terminal THAAD est un système de défense de zone à haute altitude. Ces missiles coûtent 13 millions de dollars chacun, rien que pour le missile. Donc vous voyez, ça devient une proposition coûteuse. Une grande partie de la politique américaine, cependant, a été motivée par la recherche d'un ennemi extérieur qui justifierait l'augmentation du budget de la défense afin de pouvoir construire et acheter ces systèmes. Cela a été une force motrice majeure. Et comme nous l'avons vu avec Trump, malgré sa promesse de toujours réduire les dépenses, il a simplement augmenté le budget de la défense à plus de 1000 milliards de dollars. Donc vous voyez, il suit le mouvement. Vous êtes de retour, je ne vous entends pas. J'ai perdu votre audio. I can't hear you. I lost your audio.
Oui, je suis désolé. Tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends maintenant. Continue simplement. Termine ce que tu voulais dire. Oui. Oui, oui, parce que je dois partir d'ici environ 5 minutes. Oui, oui. Non, ce que la guerre en Ukraine a révélé, c'est la faiblesse de la base industrielle, tant en Europe qu'aux États-Unis, à produire à un volume qui leur permettrait de mener une guerre moderne. L'Europe en est incapable. Quel que soit l'engagement qu'ils ont pris à La Haye, ils ne peuvent pas le tenir. Je vous laisse avec cette image. Si vous n'avez jamais vu le film des Monty Python sur le Saint Graal, c'est une comédie, une parodie de tout le mythe des chevaliers de la table ronde. Et dans une scène, il y a un chevalier, et quand on le voit pour la première fois, on dirait qu'il monte un cheval. Mais quand la caméra recule, on le voit sautiller sur le sol, et derrière lui, un homme tape 2 demi-noix de coco l'une contre l'autre pour imiter le bruit des sabots. Voilà l'Europe. C'est ça, l'Europe. Ils pensent qu'ils montent un cheval, mais ils font semblant. Et c'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'ils se croient une puissance militaire, et ils n'ont pas encore réalisé qu'ils ne sont pas capables de combattre la Russie. Nous allons en rester là, Larry. Merci beaucoup pour votre temps et vos commentaires éclairés. Avec plaisir, j'apprécie toujours l'invitation. Tiens-toi bien, d'accord? Merci encore. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.